Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 26 février 2023. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu particulière où on va parler de pourquoi investir en crypto-monnaie et dans la blockchain en 2023. On va essayer de comprendre justement quels sont les éléments pour, quels sont les éléments contre, bien comprendre si c'est pour vous ou pas. Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération? Est-ce qu'il y a des éléments à attendre? On va passer toutes les différentes typologies et je vais vous donner mon avis et je vais terminer principalement sur pourquoi vraiment 2023 par rapport à toutes les autres années, ça peut être le bon moment. À vous de juger justement, est-ce que c'est le moment opportun aussi pour vous? Je vais essayer de vous donner toutes ces clés-là dans cette vidéo. Et avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça fait connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pourquoi faut-il investir en crypto en 2023? Alors ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, et majoritairement, la première réponse qui va venir en tête, ça va être la notion de moment. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le bon moment d'investir? C'est un petit peu justement la question qu'on me pose assez régulièrement, est-ce que c'est le bon moment? Et on me donne comme argument classique qui va être la notion de est-ce que c'est bradé? C'est-à-dire est-ce que le prix en lui-même est bas? C'est-à-dire, est-ce que un bitcoin, à l'heure actuelle, il est, au moment où je fais la vidéo, il est à 23 000 $? Est-ce que 23K pour un BTC, c'est un bon prix? Si on prend en considération le fait que, il n'y a pas longtemps que ça, il était à 70K, oui, c'est sûr, c'est un très bon prix. Par contre, si on considère le fait qu'il y a encore moins longtemps, il était à 15K, c'est tout de suite un prix un peu plus élevé. Donc, tout est une notion de temporalité. Est-ce qu'on considère les 15K comme représentation pour déterminer si ce prix il est bas? Et c'est là où vient vraiment la notion de moment. C'est évident que oui, quand on considère un petit peu les thématiques que l'on peut avoir, dans lesquelles nous avons généralement toujours une courbe de ce style-là, avec une accélération, un retracement très bas, une nouvelle accélération, retracement très bas, qui est un petit peu la particularité de tous les cours, mais surtout en crypto, dans lequel nous avons en fait ces breaks-là qui sont entre 80 et moins 90%, avec des augmentations qui sont bien plus importantes. Donc forcément, on a une volatilité très très forte qui nous amène relativement bas dans ces cycles-là. Et à savoir qu'on a autre chose qui rentre en compte, qui vont être généralement les halvings. Halving, si vous ne savez pas ce que c'est, ça va être très simple, je vais juste vous le schématiser très rapidement. C'est une division par deux dans le Bitcoin des rewards qui sont rendus aux mineurs. Ça veut dire que tous les 4 ans, globalement, très cyclique, tous les 4 ans, un mineur, quelqu'un qui fait de l'industrie du minage, va voir son chiffre d'affaires divisé par 2. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu autoréalisateur, c'est-à-dire que les personnes savent que ça va se passer, et forcément, étant donné qu'on a une diminution de leur chiffre d'affaires, une diminution de l'émission de BTC par 2, ça veut dire que forcément, à un moment donné, il va devoir avoir une valorisation en prix, et c'est généralement ce qui entraîne le début du bull run, ou en tout cas, quelques mois après, on se retrouve avec un début de bull run. Donc la notion de temporalité, étant donné que nous nous trouvons là-dedans, oui, en l'occurrence, on peut considérer que ça peut être le bon moment. Par contre, il faut prendre en considération aussi, est-ce que nous sommes dans une partie basse, est-ce qu'on peut redescendre, et est-ce qu'on peut remonter? Ça, c'est vraiment la notion qui est le moment. Oui, au niveau du BTC, nous sommes dans le bear market, nous sommes dans la phase basse du bear market, mais est-ce que c'est le moment pour vous? C'est-à-dire quoi exactement? Est-ce que c'est le moment pour vous d'investir? Quel est votre profil d'investisseur? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à supporter le fait qu'on fasse encore un moins 50%? Voire même un moins 100%. Est-ce que vous supporteriez, par exemple, là actuellement vous achetez à 23K, que d'ici peut-être 6 mois, on fasse 12K? Est-ce que vous êtes capable de supporter ça? Est-ce que vous êtes capable de réinvestir? En fait, la notion de temps, est-ce que c'est le bon moment? Il n'y a pas de bonne réponse, il y a plein de réponses qui vont dépendre techniquement et dépendre en même temps de vous. Si vous êtes quelqu'un qui a la capacité de pouvoir faire du DCA, ça veut dire Dollar Cost Average, c'est-à-dire le fait de pouvoir lisser votre entrée tous les mois, c'est-à-dire que vous avez par exemple le cours qui est comme ça, qui va continuer à descendre avant de repartir à la hausse, et que vous êtes capable d'acheter continuellement à date fixe, en fait, un petit bout de BTC systématiquement, et de pouvoir accompagner la hausse, oui,
nous sommes dans un bon moment. Si je reprends justement le graphique que je montre régulièrement dans justement les quotidiennes, et qu'on regarde, on voit très bien que oui, nous sommes dans cette partie-là de bottom, nous sommes dans une zone de DCA, en dessous du 618, techniquement, nous sommes dans une zone de rechargement. Oui, on peut descendre plus bas, on peut aller retester la partie basse, on peut même aller pourquoi pas à 10 000, mais nous sommes dans une zone long terme d'achat. Il faut juste le prendre en considération, le fait que oui, nous pouvons continuer à descendre, et donc forcément, il faut dans notre profil d'investisseur, est-ce que ça correspond à qui nous sommes et la façon dans laquelle on va le faire. Donc la notion de moment, j'ai envie de vous dire, techniquement, oui, nous sommes dans un moment dans lequel nous sommes dans une période baissière, court terme, moyen terme. Long terme, on aura tendance à considérer que le BTC ira chercher plus haut parce qu'on est majoritairement en boule. On a toujours, en fait, sur du très très long terme, une phase d'accélération liée principalement à qui a attrait à cette technologie-là, mais ça n'empêche que sur du court terme, on peut encore se retrouver avec des grosses claques de moins 50, moins, pourquoi pas 80%, pourquoi pas, si jamais on a une macroéconomie pesante, et justement, on doit prendre du recul par rapport à ça et se poser la question, est-ce que je suis prêt à accepter ce redonnement encore une fois? Est-ce que je suis capable de réinvestir si jamais on redescend? De quelle façon j'investis? C'est toujours ça la bonne question qu'il faut se poser. Le moment lui-même, c'est pas le moment dans la temporalité, c'est le moment en général, vous, plus court, plus état de vos finances, et c'est pour ça que généralement, la réponse n'est jamais oui ou non. C'est un ensemble d'éléments qui vont donner, en fait, votre propre réponse. Et pour aller plus loin, la réponse serait globalement, moi j'aurais tendance à dire, en tout cas pour moi, oui, mais sous couvert d'un certain nombre de points que je vous ai donnés. Et cette réponse, oui, en tout cas, c'est la mienne, c'est ma réponse, c'est moi, j'investis personnellement. Oui, mais ça ne doit pas être votre seule réponse. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous investissez. C'est-à-dire que si vous investissez parce que vous pensez que c'est le bon moment, bah, c'est pas une bonne raison. En tout cas, c'est pas suffisant. C'est le même principe que si vous me dites que vous investissez pour devenir, ça je l'entends vraiment souvent, devenir riche rapidement. D'accord? La notion de richesse rapide est très présente dans l'univers de la crypto parce que on a des fairy tales avec des fois 100, voire même des fois 1000, voire même plus, en fait, avec des cryptos qui ont permis de faire ça. Oui, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas la notion. Généralement, les personnes qui rentrent dessus oublient la notion de no free lunch. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas de repas gratuit. D'accord? Le no free lunch, c'est quoi? C'est le fait qu'il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut dire que si jamais vous faites 1 fois 100, ça veut dire que vous avez aussi 1 fois 100 en perte. Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez absolument tout perdre. C'est la notion du risk-reward. D'accord? Vous avez toujours, ici, ça c'est la reward, autant de risques que de reward. D'accord? R égale R. Ça veut dire que si jamais je veux gagner 100, il faut que je me dise que je suis prêt à perdre 100. C'est exactement ce principe-là. Il y a toujours, au niveau d'une pièce, le pile et le face. Si jamais vous voulez du risque, enfin du reward, si jamais vous voulez chercher, en tout cas des rendements, bah, il va falloir avoir autant de risques dessus. Donc, la notion d'aller riche rapidement, oui, ça existe. Oui, devenir riche rapidement, oui, mais ça demande déjà, du capital. D'accord ? Forcément, faire un fois 1000, ok, avec 10 euros ou 100 euros ou même 1000 euros, c'est bien, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'être riche, donc ça veut dire que vous allez devoir refaire encore un fois 1000 ou un fois 100 pour pouvoir progresser. Donc ça veut dire que vous allez reprendre des risques systématiquement. Là-dessus, justement, il faut corréler, c'est le fait que d'avoir un capital, ou en tout cas construire un capital, est important. Et deuxième chose, c'est la notion de devenir riche rapidement. Oui, peut-être, ok, admettons que c'est faisable, on sait que c'est faisable, c'est-à-dire que dans tous les cas, on sait que on peut avoir la notion du fois 1000, mais ça n'empêche que il faut se poser à quel prix. D'accord ? À quel prix vous êtes prêt à faire ça? C'est-à-dire que c'est le même principe que d'aller dans un casino et justement mettre tout sur tout simplement le rouge. Et espérer justement, sur la roulette, réussir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et justement, là-dessus, il faut prendre beaucoup de recul. Ça fait partie des mauvaises raisons qui amènent l'investissement en crypto. Il y a le moment, oui, et il y a le fait, bah tiens, c'est le moment et je vais devenir riche. Alors là, c'est sûr que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver sur une crypto dans laquelle vous n'y connaissez absolument rien, et vous allez, en l'occurrence, avoir une grosse probabilité de tout perdre. D'accord? Vraiment, tout perdre, c'est quelque chose qui va être catastrophique. Beaucoup arrivent notamment sur les cryptos, surtout ceux qui sont arrivés notamment fin 2021 avec un BTC à 65 000, 60, 65
90, enfin, dans lequel on a beaucoup de personnes qui ont investi massivement, et ils sont mangés à moins 90 derrière. Donc forcément, il faut pas que ça comme raison, et surtout pas, ça faut bien comprendre, que si ça c'est votre but, malheureusement, vous allez prendre énormément de risques, et ce qui va arriver, généralement, c'est que vous allez absolument tout perdre, et il faut encaisser des choses. C'est-à-dire que la notion de rapidité marche pas bien dans la ou en tout cas, elle peut marcher très bien, mais dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire qu'on peut tout perdre très vite, tout gagner très vite. Et justement, c'est la notion de drawdown. Alors là-dessus, c'est pour ça que je vous dis que ça ne peut pas être la seule raison. Parce que la notion de drawdown, c'est une notion qui est très importante, et qui est très présente en crypto. C'est quoi? C'est en fait le pourcentage de pertes que l'on peut avoir rapidement. Ça veut dire qu'en crypto, on peut très vite faire moins 80% sur une crypto. Exemple justement de notre cours BTC, où on voit que quand on a acheté dans cette partie-là, forcément dans cette partie-là, on a morflé vraiment très très fort. Et on a quelqu'un qui a pris ici, d'accord, qui n'a pas pris ses profits, encore pire, et qui est encore présent, il a fait moins 75%. D'accord. Donc ça veut dire que s'il a mis 100 €, il lui reste 25. Actuellement, il a perdu donc 75 €. S'il a mis 100 000 €, il lui reste que 25 000. Et là-dessus, c'est vraiment très important de le prendre en considération, parce que si c'est quelqu'un qui veut notamment devenir riche, qui se dit que c'est le bon moment, bah, qu'est-ce qui va se passer en termes de réflexion? Qu'est-ce qui va se passer autour de tout ça? Bah lui, il va se dire, ok, je deviens riche rapidement, bon bah le problème c'est que là je suis en train de tout perdre rapidement, je suis quelqu'un qui a certainement surinvesti, donc j'ai un taux d'exposition bien supérieur à ce que je devrais, et donc ça c'est la première grosse erreur que l'on peut avoir, c'est-à-dire que le taux d'exposition, à partir du moment où il est beaucoup trop gros, on est surexposé, donc on se sent mal, donc le moins 80, on est incapable de le gérer, et que même quand on est sous-exposé, le moins 80%, on a du mal à le gérer, et pour le gérer, il faut quoi? En fait, pour gérer le moins 80%, il faut se dire, en fait, ne pas être là que pour justement le moment plus l'argent, c'est-à-dire globalement le moment plus la richesse. Il faut être là aussi pour d'autres éléments et comprendre ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce qu'est réellement la blockchain plus la crypto. Il faut vraiment comprendre ces deux éléments-là et s'intéresser à cette partie-là. Si vous vous intéressez à cette partie-là, ça veut dire que vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous allez comprendre que la technologie, cette technologie-là, c'est ce qu'on appelle une technologie de rupture. D'accord ? Ça veut dire que c'est une technologie qui a la même image que Internet ou tout simplement l'ordinateur, l'informatique, apporte une rupture dans notre société, dans la façon dans laquelle on consomme l'information, on consomme les données et on traite les données. Cette notion de rupture, elle entraîne plusieurs vecteurs, et ça c'est vraiment le plus important pour pouvoir assimiler le reste. C'est qu'étant donné que c'est une technologie de rupture, on va avoir des courbes qui vont être... On va avoir la première courbe qui est en fait une technologie de rupture. Il y a une bulle dans laquelle on retrouve quelque chose comme ça, qui est ce qu'on peut retrouver notamment sur du .NET, hein. Donc le crack justement de la bulle internet que l'on peut retrouver de ce style-là. On va avoir une technologie de rupture qui va être comme ça, hop, avec justement ici la première en fait accélération réellement avec une prise du public. Et ensuite, nous avons toute la partie, justement, mass adoption, et ensuite on a quelque chose qui devient à peu près flat, dans lequel on a les personnes, justement, un peu en retard, et ensuite on a une autre pattern, qui est comme ça, dans lequel on a justement, hop, cette accélération, avec ici les early, ici la première adhésion des personnes, là on a un retracement effectif par rapport à la première adhésion, on a un premier éclatement, en fait, d'ici de la population, et ensuite on a toutes ces zones-là, on a la mass adoption, et ensuite on a les retardataires qui arrivent. Clairement, le BTC est entre ces deux schémas-là, d'accord, et vraiment entre ces deux schémas-là, pour vous redonner une explication assez simple, et vous replacer un petit peu où nous en sommes, nous sommes quand même à un moment donné où on est entre 5 et 8% de la population qui connaît et s'intéresse aux crypto-monnaies et à la blockchain. On est quand même très très loin de la mass adoption, on n'a même pas passé les 10%. Donc forcément, on est vraiment dans la partie basse, en fait, de cette notion de courbe. On est dans cette zone ici. Comme toute technologie de rupture, on doit faire ses preuves, on doit avoir la capacité de montrer qu'on a une utilité très forte. Et justement, dessus, on a plusieurs choses au niveau de
technologies. On a la notion de décentralisation, on a la notion de blockchain et justement de résilience, d'accord, le fait que les données sont persistantes, donc on a une résilience de la data qui est très importante. On va avoir l'accessibilité, on va avoir le fait que c'est autonomous, ça veut dire que ça peut être autonome dans son fonctionnement et ce n'est pas tributaire à un endroit ou à une personne, on est dans quelque chose qui a vraiment un intérêt, en tout cas dans la conception, donc on a plusieurs choses qui permettent d'avoir ça. À côté, on rajoute d'autres fonctions qui apparaissent, qui sont notamment la notion d'unicité d'objets Internet, unicité, d'objets sur Internet, c'est-à-dire notamment les NFT, on va avoir les Soulbound tokens, qui vont donner aussi une notion de corporation à des utilisateurs. On a les DAO, donc les Decentralized Autonomous Organization, qui permettent de gérer de façon autonome et décentraliser directement un conglomérat de personnes. On a en fait des utilités très fortes. Et cette technologie-là, en fait, elle est juste à ses débuts. Pourquoi je vous dis que c'est juste à ses débuts? Parce qu'il suffit de regarder, notamment en 4 ans. Il suffit de regarder en 4 ans ce qui s'est passé. Et en 4 ans, on a eu quoi? En 4 ans, on a eu vraiment l'avènement des smart contracts. Alors avant, oui, les smart contracts étaient existants, mais ce qui est intéressant, c'est justement quand on regarde déjà en 2020, ou même fin 2019, on retrouve que cette notion de smart contract, elle est très simplifiée justement à l'utilisation de DAO, alors que il y a tellement plus, parce que la preuve, c'est que derrière, on a eu quoi? On a eu la finance décentralisée, la DeFi. Ça, c'est très important, ça veut dire qu'on a eu plein d'applications qui ont permis de créer à travers des choses complexes d'échanges monétaires, tributaires, et justement gérées sans intermédiaire, et ça a été un avènement réellement en fin 2020, début 2021 et 2022. Ensuite, on a eu l'arc NFT, dans lequel on a eu les non-fungible tokens qui permettent de donner justement cette unicité. On a aussi les SBT, du coup, qui sont arrivés en 2022. Donc on a en fait tout ça qui s'est accéléré. En termes de tech, on a eu les ZK Rollup. On est passé de quelque chose qui fait entre 5 et, on va dire, 20 transactions par seconde à 1500, à maintenant plus de 10 000, et quand on regarde les derniers roll-up, on est à plus de 50, 100K. D'accord? En réel, une fois qu'on montera sur la finalité de cette transaction, donc on a la notion de scalabilité qui a augmenté. Donc on est en 4 ans sur quelque chose qui a explosé en termes de technologie. Vraiment en termes de technologie qui a explosé. Et qui est globalement ce qui permet de pouvoir construire des use cases. Use case, c'est quoi? C'est à quoi sert toute cette technologie? Quel est le principe de l'utilisation? C'est le même réflexion que quand on a une super application et que on dit que c'est une super application mais qu'on l'utilise jamais, c'est qu'il y a un problème quelque part. D'accord? La notion de use case, c'est quoi? Pour que ce soit des véritables use cases, c'est il faut utiliser cette application, et en tout cas ce service, le plus régulièrement et le plus souvent possible. Et à partir du moment où vous avez ce produit-là qui permet d'être utilisé le plus régulièrement et le plus simplement possible, fait que justement les gens vont en parler, et vous allez arriver justement sur ce que l'on souhaite dedans, qui va être la notion de mass adoption. La notion de mass adoption va faire que les gens vont utiliser de plus en plus cette technologie-là. Et c'est un petit peu dans la zone où on est. On est en train de construire, si je dois prendre une maison, en fait, on a eu justement 2017 à 2020 dans lequel on a vraiment creusé les fondations. Ici, et là, on est en train de construire globalement, les murs sur ces fondations, dans lequel on va justement aller terminer, poser le toit, poser, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir construire la maison. Donc là, on est vraiment dans cette partie-là. Donc ça a été notamment fait sur la période antérieure à 2020. Et ici, nous sommes dans cette partie-là de la construction des murs. Donc on est vraiment dans la zone qui est excessivement intéressante de ce côté-là. Ça veut dire que, en termes de use case, on se retrouve dans des use cases suffisamment forts pour se dire que, justement, en tout cas, on commence à aller sur des use cases qui sont suffisamment forts, dans lesquels on a véritablement une explosion de la notion de blockchain, dans lequel on comprend vraiment l'utilité que ça va avoir par la suite, qui est un peu à la même transposition actuellement de l'IA, donc le fait que avec OpenGPT, avec OpenAI et justement ChatGPT, dans lequel on a grand public qui se rend compte de l'utilité de l'IA, alors que ça fait peut-être déjà 7 ans, 8 ans, allez, on va dire entre 5 et 8 ans, où l'IA déjà joue un rôle prépondérant dans nos vies, mais c'est juste qu'on s'en rend pas compte. C'est juste qu'on a une prise de conscience générique de l'IA dedans, parce que on a justement un use case qui est suffisamment fort,
où les gens se rendent compte que on va l'utiliser tous les jours. Bah oui, mais en fait, vous l'utilisez déjà tous les jours, c'est juste que vous vous en êtes jamais rendu compte dans la sélection des vidéos qu'on vous propose, dans globalement tout ce qui est lié aux réseaux sociaux. On utilise déjà l'IA un petit peu partout, et c'est juste que là, on arrive dans une phase suffisamment forte en termes de use case, qui fait que les gens commencent à rentrer dans de la mass adoption, et on va voir justement la notion de mass adoption de l'IA. Il faut juste faire attention à la notion de bulle, avec justement, est-ce que nous sommes dans cette phase d'accélération très très vite avant d'avoir la retombée, ou est-ce qu'on est dans cette phase dans laquelle on a une première accélération, hop, et on est dans la phase d'adoption, comme on... Donc ça, c'est important de pouvoir le déterminer, au niveau de l'IA en tout cas. Je vous invite à regarder notamment les vidéos, je vous ai fait une playlist exprès justement sur l'IA, sur l'ensemble des vidéos que je fais, pour comprendre un petit peu ma vision de la chose. Pour revenir à notre blockchain, on est, en effet, en termes de techno, dans une zone qui est très intéressante, compréhension qui est intéressante, et du coup, si vous êtes là pour, le fait que c'est le bon moment, que vous avez envie toujours cette notion de devenir riche et que vous ne comprenez pas réellement ce qu'est la blockchain, le moins 80%, ça va faire que tout simplement, vous allez être pas au bon moment et vous allez pas être riche, vous allez absolument perdre tout ce qui est présent ici. Il faut prendre le temps de s'intéresser, il faut comprendre justement ce qu'est la blockchain, où on en est, comment le cours se déroule, s'intéresser, je ne dis pas d'aller dans vraiment l'extrême avec justement s'intéresser comment est développé un smart contract, qu'est-ce que le Solidity, sans forcément aller là-dedans, on peut prendre du recul et s'intéresser réellement à toutes les différentes technologies, les différents use cases, prendre du recul aussi aux informations que l'on a, parce que quand on est aussi dans une technologie de rupture, on a beaucoup qui montent et très peu qui survivent, et justement, il faut se tenir informé, il faut s'intéresser, et c'est ce qui va faire que justement, vous serez capable de pouvoir tenir les moins 80% et tenir potentiellement les moins 50%, parce que même si c'est le bon moment, on pourrait remanger un moins 50%, et si vous rentrez avec 100 politiques de DCA all-in en pensant que demain, que vous allez vous retrouver avec un x100, ça ne va pas fonctionner. Ça, il faut bien s'intéresser pour pouvoir comprendre dans quoi on investit, et ça c'est la base aussi de l'investissement. L'autre élément à prendre en considération, pourquoi c'est intéressant d'investir en crypto actuellement, c'est la notion adhésion versus risque. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, actuellement, on a une phase d'adhésion qui est très importante, vraiment très importante à venir, dans laquelle on sait qu'on est en train de construire des use cases suffisamment forts pour pouvoir donner envie aux gens, on sait que la brique de la technologie, elle va être utilisée en dessous de tout le reste, donc on est un peu dans l'utilisation, on va reprendre l'exemple de l'intelligence artificielle, on est dans l'incorporation de l'intelligence artificielle dans les produits qu'on utilise, mais les gens n'ont pas conscience que c'est de l'intelligence artificielle. Donc on est exactement dans cette zone-là, on est en train d'intégrer la blockchain dans toutes les utilisations que l'on peut avoir, en tout cas il y a beaucoup d'utilisations qui sont construites autour de ça, et qui sont intégrées dans des produits qui sont transparents, et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du cycle d'adhésion. Et actuellement, c'est là où on se trouve. Et la notion de risque qui, somme toute, est relativement faible en ce moment, plusieurs choses en tout cas, par rapport à toute la vie du Bitcoin et des cryptos, qui est relativement faible, parce que, derrière, on a plusieurs éléments qui sont rentrés en compte, on a une industrie qui est vraiment en train de se développer, alors que ce soit une industrie qui soit autour de ETH, d'accord, donc de tout ce qui est use case, que ce soit une industrie de minage du BTC, donc au niveau de la valeur, d'accord, ça, BTC c'est la valeur, ETH, majoritairement tout ce qui porte autour des smart contracts et Ethereum, ça va être vraiment et 100% la notion use case, donc utilité de l'industrie dans la vie de tous les jours, BTC, la valeur, ça je vais après, donc on a l'industrie qui est en train de se développer avec des financements juste colossaux, donc là-dessus on sait qu'on a un événement, on a un intérêt qui est en train de se porter par les institutionnels. Alors du coup, ils rentrent et ils sortent. Ça n'empêche qu'on a des gens comme BlackRock qui sont en train fortement d'investir dessus. On a Citadel, on a vraiment des très très gros qui sont en train de s'intéresser et de se mettre dessus. On a aussi les GAFAM qui sont en train de se positionner dessus. Donc on a un moment où on a des gens réellement qui sont en train de rentrer dans la technologie, qui sont en train d'investir dans la technologie. Forcément, ici, c'est un bon moment aussi. Et quand on regarde ça et qu'on rajoute encore d'autres points, c'est que à côté, nous avons la réglementation qui est en cours. Du coup, c'est positif et négatif. Ça veut dire que oui, on peut avoir des restrictions,
Mais à côté, on peut, le fait d'avoir justement cette réglementation qui se met en place, ça veut dire qu'on va avoir derrière un cadre. Et ce cadre va permettre de faciliter notamment la rentrée des institutionnels dans l'investissement, va permettre de faciliter la mass adoption, d'accord, forcément, et justement le fait d'avoir un cadre valide le fait que ce n'est pas interdit. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interdiction, ça veut dire que le fait que c'est interdit n'existe plus. Le fait qu'on commence à réglementer cette partie-là, ça veut dire qu'on accepte le fait que ça existe. Et le cadre que l'on va poser autour de ça fait que ça va exister. Il y a un autre élément à prendre en considération, c'est que la blockchain, d'accord, ça n'a pas de pays. Ça n'a absolument pas de pays. Ça veut dire qu'à partir du moment où on aura un pays qui permettra d'avoir la construction de blockchain et de crypto simplifiée, bah, on aura directement une migration des entreprises qui iront dans ce pays permettant de le faire. Le fait d'avoir en EU, par exemple, Mika, en anticipation par rapport à tout ce qui peut arriver aux US, est plutôt quelque chose de positif, parce que là, au départ, on criait, et moi le premier, en disant que Mika, c'était une honte, quand on regardait justement les US et qu'ils avaient absolument tout compris, et ce qu'ils sont en train de faire, notamment avec Paxos, et ce qu'ils sont potentiellement en train de faire avec les stablecoins, et ce qui pourrait arriver par la suite, savoir qu'il y a un framework qui est en cours, hein, on a un framework légal qui est en train de construire, donc du coup, on a quand même quelque chose, on se dit, ouh, il y a quand même un risque. Donc, globalement, le fait d'avoir Mika est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a un cadre qui est posé, donc on sait comment on va fonctionner. Et ça, c'est un gros avantage aussi. La réglementation est en train de faire, on n'est pas dans quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'a pas vocation à exister, comme ça pouvait être le début au niveau du Bitcoin quand ça a été lancé. Bon, bah, on pouvait pas l'échanger, c'était quelque chose qui était intangible. Et la notion de monnaie de singe, on était dans quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, le fait d'avoir une réglementation et une volonté de réglementation donne en fait un corps suffisant à cette crypto-monnaie et aux crypto-actifs d'ordre général, et c'est positif, et c'est justement ce qui est en train de se passer en 2022 et en 2023, c'est ce qui va se continuer justement jusqu'en 2024. Nous sommes pré-réglementation, oui c'est risqué, mais c'est aussi un moment dans lequel on pourrait avoir l'arrivée de capitaux beaucoup plus importants par la suite. À côté, nous avons d'autres raisons. Pourquoi investir en crypto-monnaie en 2023 ? Déjà, on pourrait avoir le fait d'avoir cette notion d'engagement. C'est quoi ? C'est-à-dire que, à partir du moment où on a une augmentation de l'inflation, quand on a justement quelque chose qui est beaucoup plus autoritaire, comme on a pu le voir sur le contrôle de la monnaie, on a justement la monnaie électronique qui va arriver pour une disparition du cash, on a un engagement aussi qui peut arriver, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus proche des cyberpunks, dans lequel on a une volonté d'avoir une décentralisation du moyen monétaire et quelque chose qui permet d'être utilisé comme moyen de paiement sans contrôle. C'est plus BTC d'ordre général qui fait ça, mais en l'occurrence, c'est le but aussi de la création de BTC, de Bitcoin. Et c'est pour ça que ça peut être aussi une des raisons, en 2023, de vouloir investir en crypto-monnaie. Et alors à ce moment-là, il faut plutôt choisir des crypto-monnaies qui correspondent à l'engagement que l'on a. Et justement, par exemple, si c'est vraiment la décentralisation et la libération monétaire, BTC, étant le plus décentralisé et le plus résilient de toutes les données, pourrait être votre choix de prédilection. Mais c'est tout à fait compréhensible et logique. Et là-dessus, c'est peut-être un peu en opposition avec justement cette notion use case qui, forcément, plus on veut aller dans la notion de use case, donc la simplification, plus on veut aller dans la simplification de l'utilisation, plus on va aller dans la centralisation. La centralisation rend justement l'utilisation simple. Et là-dessus, c'est un peu différent de la notion de décentralisation, et donc forcément, dans ce type d'engagement, on peut être beaucoup plus compliqué par rapport justement à cette notion d'émancipation de la centralisation, justement de la résilience par rapport au gouvernement, par rapport à l'institution monétaire et politique internationale. Donc il faut bien prendre en considération ça. Je vais terminer, de clôturer justement ce long laïus, je vais expliquer pourquoi 2023. Globalement, pourquoi 2023 pour moi est une très bonne année. Il risque d'être compliqué, je ne dis pas. C'est juste que c'est une très bonne année. Parce que je vous rappelle que nous sommes actuellement dans cette phase-là. Nous sommes dans cette zone-là. Nous sommes dans une zone de bottom. D'accord ? On le sait qu'on est dans une zone de bottom. Est-ce qu'il est posé ou non ? Est-ce qu'on va descendre encore plus bas ? Pas forcément la question. On sait qu'on est dans une zone dans laquelle on est plutôt positif. On sait qu'en 2022, ce qui s'est passé, on a fait de la purge.
Donc on a purgé tous les mauvais acteurs, tous les acteurs qui étaient déjà surexposés, et ça s'est terminé principalement par FTX derrière. Donc on a justement une grosse partie de purge qui a été effectuée. À côté, 22. Et à côté, on sait que on a au niveau crypto de la réglementation qui arrive. Et donc ça veut dire qu'il y a une notion d'interdiction qui existe. En tout cas, la notion d'interdiction s'éloigne plus la réglementation arrive. Voilà. Après, est-ce que la réglementation va être plus ou moins difficile? Ça, c'est encore autre chose, et c'est des choses qui pourront évoluer, mais on a la macro. La macro en elle-même, c'est là où c'est intéressant, c'est que cette macro, elle est à la fois positive et négative. Positive, pourquoi? Positive parce que, étant donné qu'on a souffert énormément d'inflation, on a souffert justement de problématiques d'approvisionnement entre l'offre versus la demande. D'accord, on a eu grosse problématique. On sait qu'on a une crise géopolitique. Donc on sait qu'on a un bloc de béton qui est présent, dans lequel on a à côté la Fed qui augmente devant les taux. Alors vous allez me dire, mais oui, tout ça c'est plutôt négatif, hein. Ça c'est plutôt négatif. Oui, mais ça veut aussi dire que ça ne durera pas ad vitam aeternam. Et il y a une forte probabilité que fin 2023, début 2024, ou en tout cas 2024, on se retrouve justement avec une résolution de toutes ces problématiques-là, et donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec une Fed qui va faire son pivot, donc une diminution des taux, donc une simplification des taux de financement, donc on va les avoir très bullish, avec une résolution monétaire, avec une résolution géopolitique, avec une résolution, en tout cas une simplification de la crise, et donc une sortie de crise qui serait du coup plutôt bullish sur un moment qui serait intéressant, qui serait ce dont on a parlé tout à l'heure, le halving. On aurait une forme d'alignement des planètes qui pourrait arriver. Ça, c'est un scénario qui, pour moi, est très probable. D'accord, c'est quelque chose sur lequel construit, et je me dis que c'est en effet excessivement probable cette partie. À côté, en effet, on a quelque chose qui est négatif, en tout cas court moyen terme, dans lequel on a tout ce bloc-là. On a tout ce bloc-là qui est présent, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a la notion d'incertitude qui rentre en compte. Si ça se trouve, on va se retrouver dans une crise économique qui va rentrer en récession pendant peut-être 2, 3, 5 ans. Peut-être. Ou moins, mais on est incapable de pouvoir le déterminer à l'heure actuelle. Ça reste une des probabilités. Mais à ce moment-là, la question c'est, à partir du moment où on se retrouve dans une forte récession dans laquelle on peut avoir de l'inflation, quelle va être la place d'une monnaie comme BTC, qui n'est pas liée justement à la notion d'inflation, dans lequel on a elle-même une valorisation, dans lequel on a une forme de décentralisation, dans un moment où on se retrouve avec une disparition du cash, quel est l'intérêt de BTC? J'ai tendance à dire que même dans le scénario le pire, on pourrait avoir une valorisation du BTC. Et c'est là où moi je répondrais avec mon avis personnel, qui est pourquoi j'investis moi-même actuellement dans les crypto-monnaies. Alors, comment investir dans les crypto-monnaies, quelque chose qui m'intéresse énormément, dans lequel je suis excessivement investi, et deuxièmement, parce que je me dis que tout ça vaut le coup de prendre, en tout cas pour moi, un risque. Vaut le coup pour moi de prendre un risque, et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment, j'ai investi en crypto-monnaie. Alors, du coup, forcément, les situations des personnes est à chaque fois différente, il faut faire attention, c'est le même principe, il y en a qui investissent en crypto-monnaie pour une notion de diversification, d'accord ? Parce que, justement, c'est un actif risqué, et dans lequel on peut avoir des très gros rendements, et qu'ils comprennent justement la notion de la technologie qui arrive, et ils vont peut-être mettre 10%, 15% de leur capital dedans. Alors encore une fois, c'est énorme, hein, genre, quand on regarde quelqu'un qui gère du patrimoine classiquement, lui dire que sur de la crypto ou sur de l'actif risqué, on met 10-15%, la personne, elle meurt. Voilà, elle meurt. Voilà. Quelqu'un qui fait du gestion de patrimoine, juste elle craque. Avoir 10-15%, la personne n'arrive pas à gérer ça, parce que généralement, dire que c'est risqué, c'est genre par exemple avoir 50% en bonds et 30% en actions. D'accord ? Ça c'est déjà quelque chose qui est considéré comme relativement risqué. Chose qui est considéré entre les deux est relativement risqué. Donc alors forcément dire que dedans on a 15% qui va être parce que j'ai oublié de dire que là on a entre 5 et 10% d'or, hein, d'accord. Forcément on se retrouve dans quelque chose qui est ultra protectionniste, qui est risqué parce qu'on a de l'action et de l'equity qui est à 30%, mais qui est relativement protectionniste par rapport à quelqu'un qui a 15% en crypto.
Alors c'est forcément, si vous êtes 100% crypto, là-dessus, c'est vous êtes très exposé, il faut prendre en considération le fait que la crypto reste, encore une fois, quelque chose qui est en cours de développement, qui n'a pas terminé, on est dans une technologie de rupture, dans lequel on peut très bien avoir une accélération haussière de ceci-là, ou très simplement, quelque chose qui fait ça. Et donc on retourne à zéro. Il faut le prendre en considération. Dire que on investit en crypto en 2023 parce que, dans tous les cas, ça peut aller que en haut, ne pas comprendre l'ensemble du paysage. Oui, là-dessus, je trouve que cette partie-là a une probabilité qui est très faible. Mais il faut le prendre en considération aussi, et donc pas mettre 100%, avoir aussi une politique de diversification dans le normal. La crypto est un moyen parmi tant d'autres, et la crypto est très intéressante à partir du moment où on comprend ce qu'est la technologie, qu'on s'intéresse aussi à la technologie, qu'on comprend tout ce qu'il y a derrière, et qu'on a envie de s'intéresser. Juste faire un placement, ça bouge trop vite. Ce sera même le mot de la fin, c'est que se dire que je fais un investissement en crypto et je laisse comme ça, sans rien faire, je ferme les yeux, ça ne fonctionne pas non plus. Ça bouge beaucoup trop vite, et il faut suivre, quoi qu'il arrive, il faut regarder, s'intéresser, lire, ou écouter tout simplement les quotidiens que je vous fais tous les jours, du lundi au vendredi, à 8h30, et je vous dis justement, à demain pour la quotidienne, 8h30. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées. Tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots. Tu vas avoir aussi des stratégies automatisées. Tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.